On a eu la version de notre père. Il a retrouvé la maison sans dessus-dessous, criblée de balles. Ne nous voyant pas, il était persuadé qu'on nous avait soit tués, soit kidnappés et qu'il n'allait plus jamais nous revoir. Pendant des semaines, il s'est mis à notre recherche dans toute la ville. Il a dû retourner des corps, chercher parmi les corps morts, que ce soit dans les fosses communes ou les corps qu'il trouvait par terre, pour voir si parmi ces corps se trouvaient les nôtres. Je m'appelle Maggie Koulou, je suis survivante de guerre et du génocide à l'est du Congo et je suis née en 1992 à Bukavu, qui est la capitale du Sud Kivu, une ville frontalière au Rwanda. La première scène de violence à laquelle j'ai assisté, j'avais environ 3 ans. Je jouais dehors et de là j'ai entendu des explosions et des coups de feu en continuité pendant plusieurs minutes. Ma mère, elle est sortie et elle a commencé à crier nos noms, ma sœur et moi, donc Maggie, princesse, où êtes-vous? J'ai compris que quelque chose n'allait pas parce qu'il y avait non seulement les tirs qui ne s'arrêtaient pas, les gens qui criaient dehors, ma mère qui était en train de crier et qui était devenue toute rouge, en train de pleurer. Je ne l'avais jamais vue dans cet état avant ça. Et quand on a demandé en fait pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, nos parents ont été honnêtes et nous ont expliqué qu'il y avait des problèmes au niveau politique et que pour notre sécurité, ils ne voulaient plus qu'on aille jouer dehors comme on avait l'habitude de jouer devant notre rue avec nos voisins. À 3 ans, au moment où j'entends pour la première fois des coups de feu, je suis effrayée. C'est un bruit en fait qui transperce votre chair. Et je pense que ce qui m'a aussi le plus effrayée, c'est de voir les adultes autour de moi complètement paniqués. Les gens criaient, les gens pleuraient. Et du coup, tu comprends en fait en tant qu'enfant qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tu absorbes toutes ces émotions, tu absorbes la peur, l'angoisse. Et ce sont des sentiments qui te pénètrent et qui te quittent plus jamais. Mon voisin, il a été tué d'une balle dans la tête du jour au lendemain parce qu'on le soupçonnait en fait d'être un Tutsi ou d'être un complice du génocide. Et ça a été très violent parce qu'il était avec sa famille et on était à côté. Les militaires sont juste arrivés, ils ont débarqué et ils lui ont mis une balle dans la tête devant tout le monde. C'était hyper violent, il n'a même pas eu le temps de répondre que boum, sa tête a explosé. À la maison, on vivait avec 2 de mes tantes, mon frère, ma sœur et mon arrière-grand-mère. Et on avait chacun nos chambres. Mais quand les conflits ont commencé, nos parents nous ont pris, ma sœur et moi, dans leur chambre parce qu'ils trouvaient que c'était plus sûr comme ça. Ils voulaient nous avoir à leur côté. Et donc on a dormi un long moment avec eux, au milieu d'eux, pour qu'on puisse être un maximum protégés. Et en fait, il n'y avait pas un seul jour où on n'entendait pas des balles. Et cette nuit-là, parce qu'il faut savoir que la nuit, les conflits, enfin les violences s'intensifient, cette nuit-là, des balles ont traversé pour la première fois nos murs. Et il y en a une qui a manqué de toucher mon père. On l'a retrouvé en face, juste à côté de sa tête, sur son oreiller. Et donc, quand les balles ont commencé à traverser le mur de notre chambre où on était, on a directement fait ce qu'on nous avait appris à faire déjà à l'avance, à savoir se mettre sur le sol. On a été en dessous du lit en rampant. Et je me souviens encore de cette scène où on est en dessous du lit, il fait noir, avec ma sœur, on se regarde. On ne comprend pas, on pleure, mais on sait qu'on ne doit pas faire de bruit parce que le bruit, ça va potentiellement attirer les rebelles et qu'on peut potentiellement se faire tuer s'ils nous entendent. Je vois ma mère, les pieds de ma mère et de mon père s'agiter dans tous les sens et chercher, ouvrir toutes les autres pièces pour voir si personne n'a été tué. Et enfin, à partir de ce moment-là, on ne dormait plus dans nos chambres, mais on dormait sur des matelas dans le couloir de la maison parce que le couloir était central et donc il était protégé par les autres pièces. Et je me souviens que vraiment on dormait, on était collés comme des sardines, mais c'était la seule façon d'être sûr d'être protégé. C'était vraiment pesant. Il y avait plus... moi j'avais perdu toute mon insouciance en fait parce que je voyais que les adultes, ils ne rigolaient plus, il n'y avait plus les fêtes qu'on faisait le week-end, les voisins ne venaient plus.
Les rues étaient tout le temps désertes. C'était vraiment une ambiance très pesante. Ma mère, elle était tout le temps nerveuse. Mon père essayait de continuer sa vie normalement en continuant à aller au travail. Et aussi parce que son travail était essentiel. Il allait aider des victimes. Et comme il est gynécologue, il soignait aussi des femmes qui se faisaient violer pendant ce conflit. Et donc lui, il a essayé de continuer à vivre normalement, mais je me souviens que nous, on était tout le temps enfermés et tout le temps effrayés de perdre à nouveau quelqu'un. Un jour, je jouais dans la chambre de mes parents avec des Barbies. Puis de là, il y a eu à nouveau des coups de feu, mais on était habitués. J'ai vu ma mère arriver en courant et en disant Twende, on y va, en Swahili, on y va. Et je l'ai vu prendre ce pagne, le mettre sur le lit, mettre des affaires et l'enrouler comme un sac, le mettre sur son dos. Et elle nous a pris par la main, ma sœur et moi, mon frère qui suivait derrière, et on est sortis. Elle n'a pas eu le temps de nous expliquer ce qui se passait. En fait, elle nous a juste dit on doit y aller, on doit y aller. Moi, je me souviens que j'arrêtais pas de dire « Et papa, où est papa, où est papa ?» Parce que mon papa, à ce moment-là, quand on est parti, il était au travail. Elle me disait « On y va, on va voir plus tard pour papa ». Et j'étais persuadée que j'allais revoir ma maison, que j'allais retourner là où j'habitais. Et c'était la dernière fois que je voyais ma maison. En fait, c'est Joseph, notre domestique, qui nous a sauvé la vie parce qu'il était dehors. Et il a vu un mouvement de masse et des tirs. Et il est rentré dans la maison et il a dit « Courez, partez, les rebelles sont là et ils sont en train de tirer et de tuer tout le monde sur leur passage. » Et il faut savoir quand les rebelles ils font des massacres, ils décident de perpétuer un massacre, ils ne choisissent pas qui tuer. Ils tuent juste parce qu'ils veulent que l'action qu'ils mettent en place soit la plus horrible et soit la plus percutante possible pour marquer les esprits et installer un niveau de frayeur intense. Et donc c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ils avaient décidé de juste massacrer toutes les personnes sur l'avenue de l'Hippodrome où on vivait. Et donc heureusement que notre domestique, il a vu ça de loin. Il est venu, il a prévenu notre mère et elle savait qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'autre choix que de fuir. Et donc elle nous a pris, tout le monde, et on est parti sans savoir ce que mon père faisait ou s'il était même en vie à ce moment-là. Moi, je me souviens des longues caravanes de personnes qui courent, qui marchent pour essayer de trouver refuge, des corps sur le sol, des corps sans vie. Une chose qui m'a fort marquée aussi, c'est la couleur de la terre, qui avait une couleur rouge, je suppose à cause du sang. Des litres de sang qui étaient déversés. Et je me souviens des cris des femmes qui crient, qui tiennent les corps des personnes qui sont à terre, des enfants comme nous qui pleurent, qui sont complètement effrayés. Ce jour-là, c'était la panique générale. Plus tard, on a eu la version de notre père. Il nous a raconté comment lui, il a vécu les choses de son côté quand il est rentré à la maison ce jour-là. Et donc en fait, il a retrouvé la maison sans dessus-dessous, criblée de balles. Toutes nos affaires avaient été mises dehors. Et ne nous voyant pas, il était persuadé qu'on nous avait soit tués, soit kidnappés et qu'il n'allait plus jamais nous revoir. Et donc il nous a expliqué qu'en fait, pendant des semaines, il s'est mis à notre recherche dans toute la ville. Il demandait à toutes les personnes avec les photos qu'il avait sur lui s'ils avaient vu des personnes qui nous ressemblent. Et ce qu'il a fait pendant des semaines aussi, c'est qu'il a dû retourner des corps, chercher parmi les corps morts, que ce soit dans les fosses communes ou les corps qu'il trouvait par terre, pour voir si parmi ces corps se trouvaient les nôtres. Donc ma mère, mes frères et sœurs et moi, quand on a fui, on s'est donc dirigé vers l'ouest pour rejoindre Kinshasa, qui était la capitale et le lieu le plus sûr. Il faut savoir que tout ce moment, en fait, on fait tout à pied. On a vraiment marché tout le long. On n'a jamais eu de voiture ou autre qui nous a permis d'avancer. On a emprunté la route de Tingi Tingi, qui était une route connue pour accueillir des camps de déplacés
et qui était une des routes les plus sûres. Mais pour atteindre cette route, il a fallu qu'on traverse les forêts, les rivières. Et à un moment, sur notre chemin, je m'en souviens précisément, il y avait un canyon parce que les rives étaient coupées en deux. Et donc c'était un grand fossé, un énorme fossé. Et je me souviens qu'il y avait plusieurs files de personnes qui sautaient. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elles faisaient. Et quand j'ai dit à ma maman, est-ce que nous aussi on va sauter? Elle m'a dit, oui, on va sauter parce que si on ne saute pas, on ne pourra pas atteindre l'autre côté et on ne pourra pas s'enfuir. Je vois un fleuve en bas de ce fossé avec d'une puissance immense. Et je vois surtout des corps dans le fleuve, à savoir les corps des personnes qui n'ont pas réussi à joindre l'autre bout et qui sont tombées. Et je me souviens avoir regardé ma mère et lui avoir dit encore une fois, t'es sûre qu'on doit sauter? Et elle m'a dit oui, il faut sauter. Et elle m'a dit, écoute, tu fais comme un jeu. Tu vas jusqu'au bout là-bas, tu cours de toutes tes forces et tu sautes. Et en fait, mon frère a sauté en premier parce que comme ça, il pouvait nous rattraper au cas où on glissait. Et puis ma sœur, et puis moi, j'ai sauté. J'ai réussi à sauter jusqu'à l'autre bout du haut de mes 4 ans. Par contre, ma mère, elle n'a pas réussi. Elle a glissé et elle est tombée et mon frère l'a rattrapée de justesse avec une main. Et de là, il y a toute une foule qui est venue pour essayer de remonter ma mère. Et si mon frère ne l'avait pas rattrapée de justesse, elle serait tombée dans le fossé, noyée par la rivière parce que le courant était très fort et en plus, elle ne sait pas nager. Les sentiments qui régnaient, c'était beaucoup de peur, beaucoup de fatigue, énormément de fatigue, mais je dirais aussi énormément de détermination. Moi, je voyais ma mère complètement déterminée à nous garder en vie à tout prix. Je l'ai vue monter dans des arbres pour prendre des fruits, pour qu'on puisse avoir des choses à se mettre sous la dent. Et grâce à elle, j'avoue que même si c'était effrayant, quand je la voyais, j'arrivais quand même à me sentir un minimum en sécurité parce que je me disais, ok, au moins maman, elle est là. À ce moment-là, on n'a toujours pas de nouvelles de mon père et on n'en aura pas pendant plusieurs années encore plus tard. Et moi, je le vivais très mal parce que je suis une fille à papa. Mon papa, c'est mon héros et donc j'étais persuadée qu'il était mort. Et ma mère, n'ayant aucune nouvelle, elle ne savait pas nous dire s'il était en vie ou pas. Et donc elle ne disait juste rien, elle nous disait « je ne sais pas ». Au bout de 3 mois et demi de marche, on arrive à atteindre Kinshasa. Il faut savoir que quand on s'est rapproché de Kinshasa, mon frère a décidé de faire demi-tour. Il avait déjà la vingtaine et pour lui c'était insupportable de ne pas savoir qu'en était-il de notre père et de l'abandonner. Et donc on est arrivé à Kinshasa, on était uniquement ma mère, ma sœur et moi et 2 de mes tantes. Et en fait on est arrivé dans une grande ville, dans une mégalopole où on n'avait aucun repère, aucun pied-à-terre, on ne connaissait personne. Et c'est une inconnue qui nous a recueillis et elle nous a permis de rester dans une de ces maisons qui était en pleine construction. C'était encore des ruines, mais au moins il y avait des murs. Il n'y avait pas de toit, mais il y avait des murs. On est resté là pendant plusieurs semaines, le temps que ma mère puisse trouver un moyen de joindre sa famille qui était en Belgique. Et de là, ma mère, qui a donc 2 sœurs qui habitaient déjà en Belgique, va réussir à prendre l'identité d'une d'entre elles. Donc il y a sa petite sœur qui est venue à Kinshasa avec les papiers de leur grande sœur, la grande sœur de ma mère, qui ressemble à ma mère comme 2 gouttes d'eau et qui s'avère qu'elle avait aussi 2 petites filles du même âge que ma sœur et moi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle a pris l'identité de sa grande sœur et nous, on a pris l'identité de ses filles. Et donc on est passé comme ça la frontière en toute illégalité. Quand on est arrivé en Belgique en 1997, certes on était en sécurité, mais les violences ne se sont pas arrêtées à ça. On est arrivé dans un pays qu'on ne connaissait pas. Moi, je ne parlais pas du tout la langue, je ne parlais que Swahili. On n'avait aucun repère. Il faisait froid. C'est d'ailleurs le froid qui m'a le plus choquée et marquée quand on est arrivé. Et puis j'étais très malade. Moi, j'avais la malaria et pendant le voyage, évidemment, j'avais pas pu me soigner correctement. On souffrait de malnutrition,
de traumas physiques et mental très graves. Et donc le début de notre vie en Belgique a été aussi très tourmenté. Heureusement, comme je l'ai dit, on avait déjà une famille sur place. Ma mère, elle avait déjà ses 2 sœurs. Et sa sœur aînée, dont elle avait pris l'identité pour passer les frontières, nous a hébergés pendant plusieurs années. Et c'est grâce à elle qu'on a pu se retourner. Ensuite de là, on a essayé de rentrer par la procédure légale. On a demandé un droit d'asile en Belgique, mais il nous a été refusé. Pas à une seule, mais à plusieurs reprises. Et donc on vivait dans la peur permanente d'être renvoyé au Congo parce qu'on avait reçu des ordres, différents ordres de quitter le territoire. Et donc il y a plusieurs moments, en fait, je me souviens, où on devait se cacher par peur que la police nous trouve. On a dû parfois aller se cacher dans la cave quand on sonnait à la porte et qu'on avait peur que ce soit les policiers. Et en fait, ce qu'ils avaient invoqué comme motif pour justifier leur refus de nous donner l'asile, bien que ma mère était belge, c'était que les motifs avancés, à savoir la guerre, c'était pas suffisant. Donc après plusieurs années de galère, ma mère finit quand même par trouver un studio. C'était un 2 pièces et on vivait tous ensemble, mes frères et sœurs et moi, dans ce 2 pièces. Ma mère, elle enchaînait les travails au noir, puisqu'on n'avait pas les papiers, donc elle ne pouvait pas travailler légalement. Je me souviens qu'on ne la voyait pas souvent, du coup, parce qu'elle travaillait tout le temps. Et quand j'ai commencé l'école en Belgique, c'est à ce moment-là que j'ai découvert ma couleur de peau. J'ai directement été harcelée, en fait, à l'école pendant de longues années, parce que j'étais la seule petite fille noire de ma classe. Je me faisais insulter, je me faisais taper, je me faisais bousculer. Et ça a duré quasi toute ma scolarité. Quand on a essayé de dénoncer ça à la directrice, elle n'a pas du tout pris ma défense, mais en fait, elle m'a exclue. Et donc, pendant toute ma scolarité, j'ai été exclue. Je n'avais le droit qu'à suivre les cours, mais je n'avais pas le droit de suivre les activités extrascolaires. Tout ce qui est sorti de classe, je ne pouvais plus les faire parce qu'on avait osé dénoncer ce qui s'était passé. Donc, j'ai vécu beaucoup de ma scolarité très esselée, très solitaire. Toutes les violences que j'ai subies, que ce soit pendant la guerre, le génocide et après mon arrivée ici à l'école, le harcèlement, ont résulté sur un syndrome post-traumatique complexe qui se matérialisait quand j'étais petite et qui se matérialise toujours par des crises d'angoisse et des crises de panique violentes. En fait, le moindre bruit, la moindre odeur, la moindre petite sensation qui me rappelle ce que j'ai vécu me plonge directement dans une angoisse terrible et dépendant de ma crise, je peux être totalement paralysée, tétanisée, être incapable de bouger. Quand j'étais petite, c'était encore beaucoup plus fort, à savoir que je me récroquevillais sur moi-même et je restais paralysée, je pleurais pendant des heures, c'était très difficile de me calmer. Ce que je faisais aussi, c'est que je me cachais sous les meubles pendant des heures quand j'entendais un avion, parce que pour moi, avion est égal missile, est égal explosion, est égal mort. Donc quand j'entendais un avion, j'avais très peur et j'allais me cacher automatiquement en dessous d'un meuble. Je faisais tout le temps des cauchemars, j'en faisais encore, des cauchemars dans lesquels on me poursuit, on nous poursuit, ma famille et moi, et on essaie de nous tuer. Jusqu'à mes 15 ans, j'ai dormi avec ma maman parce que c'était la seule façon d'avoir une nuit plus ou moins paisible. 2 années après notre arrivée, en 1999, ma mère elle a pris contact avec Médecins sans frontières. Comme mon père était médecin, elle s'est dit que peut-être il pourrait nous aider à faire un regroupement familial. Et c'est effectivement eux qui nous ont aidés à retrouver la trace de mon père, qui l'ont contacté pour le prévenir qu'on était encore en vie et qu'on était en Belgique, et qui l'ont aidé à être rapatrié et faire un regroupement familial en Belgique avec nous. Le jour où mon papa est arrivé, notre maman est venue nous chercher à l'école et elle nous a dit « j'ai une surprise pour vous ». Et moi, dans ma tête d'enfant, je me suis dit des jouets, je ne sais pas, une nouvelle maison peut-être. Je me souviens qu'elle s'est adressée à moi en me disant « tu verras Maggie, tu vas être très contente ». Et quand on a ouvert la porte de la maison, c'était mon papa devant. J'ai sauté dans ses bras, on s'est tous effondrés en larmes, on a pleuré toutes les larmes de notre corps. Et
J'étais super heureuse de le revoir parce que je pensais que j'allais plus jamais revoir mon papa. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un des plus beaux souvenirs de toute ma vie. Et je me souviens avoir pris son visage dans mes petites mains d'enfant de 7 ans et avoir dit « Papa, c'est toi ?» C'était miraculeux. Mon grand frère, lui, il avait retrouvé mon père. Il avait pu dire qu'on avait réussi à atteindre Kinshasa, mais après ça, il n'avait plus de nouvelles. Donc il ne savait pas si après Kinshasa, on était resté en vie. Mon papa étant très acharné, pendant tout ce temps, il nous a dit qu'il continuait les recherches pour retrouver nos corps. Mon papa, il est venu en Belgique, mais sans mon frère, parce que mon grand frère, qui avait déjà la vingtaine à ce moment-là, a préféré en fait continuer sa vie sur place et rester sur place malgré la guerre. En 2012, donc je rentre pour la première fois à Bukavu. Après 15 ans, mon frère demande qu'on revienne pour qu'il puisse nous revoir. Et on y va, avec la peur au ventre, mais surtout avec l'excitation de le revoir. Et c'est pendant ce voyage, en fait, que j'ai réalisé ce qui m'était vraiment arrivé pendant la guerre. Parce que pendant tout ce temps, c'est comme si je vivais dans le déni et que je me disais « tout ça, c'est dans ton imagination, Maggie ». Mais quand je suis retournée à Bukavu, que j'ai vu ma maison, que j'ai vu mon école et qu'ils étaient exactement comme dans mes souvenirs, mais au détail près, ça a été un soulagement énorme et je me suis dit t'es pas folle, en fait, t'avais vraiment une vie là-bas, t'avais une maison, une école et tout ça, c'est vrai, t'as rien imaginé, tout ça c'était réel, ça a vraiment existé. Et c'est à partir de ce voyage-là que je suis rentrée avec ce soulagement en moi de me dire ok, t'as vécu tout ça, maintenant qu'est-ce qu'on en fait ? Après, ça va pas forcément mieux parce que quand on grandit avec des souvenirs aussi traumatisants et qu'on ne peut pas en parler, il y a quelque chose en nous qui n'arrive pas à se reconstruire et à guérir. Et du coup, en fait, pendant toute mon adolescence et ma vingtaine, j'étais très très mal dans ma peau. J'ai fait plusieurs dépressions. J'avais des pensées suicidaires parce que j'avais une souffrance à l'intérieur de moi que je ne comprenais pas. Il n'y avait aucun espace dans notre maison pour en parler parce qu'on avait extrêmement honte de cette histoire. On avait honte d'être réfugiés de guerre et du coup, quand on nous demandait d'où on venait, on disait juste on vient du Congo et rien de plus. Et c'est vraiment de ma volonté de vouloir comprendre en fait tous les mots psychologiques qui m'accompagnaient durant tout ce temps que j'ai commencé à me faire suivre, à faire appel à des spécialistes. Et c'est eux qui m'ont permis de comprendre ce que j'avais et de mettre des mots sur les traumas que j'ai, donc le syndrome post-traumatique, l'anxiété généralisée, le trouble de l'anxiété dépressive, enfin, voilà. C'est que maintenant que je sais tout ça, que j'accepte enfin mon histoire, mon passé, que j'arrive à faire la paix avec ça et à vivre paisiblement avec cette partie de moi. J'ai 31 ans, bientôt 32, et je suis hyper reconnaissante d'être en vie, mais surtout de l'être avec toute ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, qui sont tous restés en vie. Et j'apprends encore à guérir de mes traumas, mais honnêtement, le fait d'être en vie et de pouvoir en parler pour sensibiliser, c'est déjà une victoire énorme. Pour moi, c'était vraiment important de prendre la parole aujourd'hui, de témoigner, parce que ça devenait de plus en plus insupportable pour moi de voir toutes ces choses sur les réseaux sociaux, mais de ne jamais voir en fait la place des victimes dans ce qu'on en fait de ce conflit, et surtout de montrer que cette guerre, elle nous concerne tous. Elle est là depuis 30 ans. Elle a déjà fait plus de 10 millions de morts et qu'aujourd'hui, il est urgent d'agir. On parle de guerre ethnique, mais la vérité, c'est que c'est avant tout des enjeux économiques derrière cette guerre. Le Congo est une des régions les plus riches au monde. La région de l'Est, où je viens, elle détient 60 à 80% des réserves mondiales de coltan et de cobalt. Et ce sont les deux minerais qui permettent en fait de créer nos smartphones, nos téléphones, nos PC et notamment nos voitures électriques. Et il y a plein de pays frontaliers qui se servent et qui pillent les richesses
du Congo pour s'enrichir et ensuite après créer des accords d'exportation avec les grandes puissances. Mais donc il y a une véritable responsabilité des pays frontaliers, mais aussi une responsabilité des grandes puissances internationales et des multinationales. Et c'est important de le préciser et de clarifier la situation. Et donc c'est pour ça que je dis que cette guerre, elle nous concerne tous. Parce que quand on consomme ces technologies, quand on les crée, eh bien en fait il faut savoir que derrière ce sont des Congolais qui sont tués et ce sont des enfants qui sont exploités dans les mines. Et aujourd'hui c'est encore le cas. Et si on ne parle pas, si on ne dénonce pas, ça ne pourra jamais changer.